Il est 22 heures à Palm Beach, en Floride. Donald Trump se trouve à l'intérieur de sa résidence de Mar-a-Lago, assis dans une pièce plongée dans la pénombre, aux côtés de Pete Hegseth et du directeur de la CIA, John Ratcliffe. Les trois hommes sont en contact direct avec un général de l'armée américaine à bord de l'USS Gerald Ford, l'un des plus grands porte-avions de la marine des États-Unis. Le navire est positionné au large des côtes vénézuéliennes, accompagné de toute une armada d'autres bâtiments de guerre américains. La tension est palpable dans la pièce, et à 22h46, le président Donald Trump donne enfin l'ordre. Lancez l'opération Absolute Resolve. À partir de cet instant, tout s'accélère brutalement. À bord de l'USS Gerald Ford, comme sur plusieurs autres navires de guerre américains, de nombreux appareils sont déjà en alerte, prêts à décoller à la seconde même. Ce qui suit devient l'une des opérations aériennes les plus impressionnantes de l'histoire militaire. Car il ne s'agit pas de quelques avions ou hélicoptères quittant le pont d'envol. En l'espace de quelques minutes seulement, pas moins de 150 aéronefs militaires américains sont dans les airs, en route vers le Venezuela, droit sur la capitale, Caracas. Comme on peut le voir sur cette carte, Caracas se situe presque directement sur la côte. Cette proximité laisse à l'armée vénézuélienne très peu de temps pour réagir. Si la capitale avait été située plus à l'intérieur des terres, une telle opération aérienne aurait été détectée bien plus tôt, et Nicolás Maduro aurait eu le temps de se mettre à l'abri. C'est précisément pour cette raison que tout devait se dérouler à une vitesse extrême. Les premiers appareils à atteindre la capitale sont plusieurs chasseurs F-35 et F-22 Raptor. Ces avions de combat ultra-modernes ont une mission bien précise: neutraliser totalement les systèmes de défense aérienne du Venezuela. L'espace aérien vénézuélien, en particulier au-dessus de Caracas, est considéré comme fortement protégé, notamment grâce à des systèmes de missiles solaires russes S-300. Ces systèmes avaient été fièrement exhibés lors de défilés militaires et étaient censés empêcher tout avion de combat étranger de survoler la ville. Mais l'armée américaine savait que ces systèmes russes étaient en grande partie factices. Selon des informations rapportées par le New York Times, ils n'étaient pas opérationnels et se trouvaient presque entièrement stockés dans des entrepôts et des installations militaires. Ce sont précisément ces sites de stockage qui deviennent les toutes premières cibles. Alors même qu'ils sont encore en vol, les avions lancent leurs missiles directement sur les lanceurs de S-300, détruisant ainsi la meilleure chance du Venezuela d'attaquer les forces américaines depuis le sol. Très vite, il apparaît clairement que la défense aérienne vénézuélienne est bien plus faible qu'on ne l'avait supposé. D'après l'armée américaine, les systèmes radars chinois du pays n'étaient même pas interconnectés, ce qui a permis aux avions américains de se rapprocher progressivement de l'espace aérien de Caracas. L'analyste militaire Jas Troy explique au New York Times que la défense aérienne du Venezuela a souffert d'une succession de défaillances. Résultat, les forces américaines ont rencontré relativement peu de résistance. Une fois les systèmes S-300 russes détruits, les F-35 atteignent Caracas et frappent immédiatement deux des cibles les plus importantes de toute la ville, Fort Tiuna et la Carlota. Fort Tiuna constitue le véritable cœur de l'armée vénézuélienne. Il s'agit d'un immense complexe militaire, siège du ministère de la Défense, et surtout, lieu qui serait la principale cachette du président Nicolás Maduro. Puis, aux alentours de 2 heures du matin, certaines parties de cette installation gigantesque s'embrasent soudainement. Quelques secondes plus tard, le même scénario se reproduit à La Carlota, le principal aéroport militaire de la capitale. Dans tout Caracas, les habitants n'entendent pas seulement les explosions d'une puissance extrême, ils voient aussi s'élever des colonnes de fumée au-dessus des sites frappés. Le long de la côte, des panaches de fumée apparaissent également au-dessus du port industriel de La Guaira et de la base navale. En l'espace de 10 minutes à peine, l'armée américaine est parvenue à neutraliser totalement les défenses du Venezuela. Pendant ce temps, d'autres avions de combat américains, accompagnés de drones dits à usage unique, commencent à frapper encore davantage de cibles à travers Caracas. Antennes, lignes électriques et autres infrastructures critiques sont détruites depuis les airs. Aux alentours de 2h05, de vastes quartiers de la ville se retrouvent plongés dans le noir. Ce blackout permet aux avions américains d'opérer dans une obscurité quasi totale. On apprendra plus tard que les États-Unis ont utilisé une technologie secrète pour neutraliser le réseau électrique de la capitale vénézuélienne, ce que Donald Trump décrira comme une « expertise particulière ». Il est fortement suspecté que l'armée américaine ait temporairement coupé l'alimentation électrique de Caracas par le biais d'une cyberattaque.
Ce qui suit constitue la phase la plus cruciale de toute l'opération. Et c'est ici que les événements prennent une dimension véritablement spectaculaire. Aux côtés des F-35 et des F-22, un nombre croissant d'appareils américains pénètrent dans l'espace aérien vénézuélien. Des bombardiers à long rayon d'action, comme le B-1B Lancer, appuyés par des EA-18G Growler, des avions spécialisés dans le brouillage des radars et surtout dans l'escorte et la protection des autres appareils américains. Car à ce stade, le déploiement de l'élément le plus important de l'opération a déjà commencé, la Delta Force. La Delta Force est l'une des unités de forces spéciales les plus élitistes des États-Unis. Ces missions incluent notamment les opérations de libération d'otages ou, comme ici, la capture de cibles dites à haute valeur, c'est-à-dire des personnalités de tout premier plan, comme le président d'un autre pays. La Delta Force survole Caracas en formation, à bord des hélicoptères les plus avancés de l'armée américaine, protégés par d'autres chasseurs. Les commandos se déplacent à la fois dans des hélicoptères Black Hawk et dans de massifs hélicoptères de transport Chinook. Depuis la côte vénézuélienne, ces appareils volent à une altitude extrêmement basse, environ 30 mètres, car c'est la méthode la plus efficace pour éviter toute détection par les radars encore actifs. À 2h01, les hélicoptères atteignent l'enceinte militaire de Fortuna. À l'intérieur du complexe se trouve un bâtiment servant de résidence sécurisée à Nicolás Maduro. Bien que la configuration exacte du lieu ne soit pas connue du public, on sait que l'édifice est lourdement protégé, avec des portes blindées en acier, de nombreux gardes du corps et même une pièce de sécurité extrêmement difficile d'accès depuis l'extérieur. Puis tout s'enchaîne très rapidement. L'un des hélicoptères massifs se maintient en vol stationnaire juste au-dessus du bâtiment. En moins de 3 minutes, de nombreux soldats de la Delta Force se retrouvent sur le toit. Ils sont équipés non seulement d'outils de découpe, mais aussi d'une arme mystérieuse et classifiée, appelée à jouer un rôle décisif. Dès leur arrivée sur le toit, les premiers soldats pénètrent de force à l'intérieur et déploient plusieurs grenades fumigènes afin de désorienter les gardes du corps. 12 minutes suffisent pour que les commandos atteignent finalement Maduro. À ce moment-là, il tente de rejoindre la pièce de sécurité avec son épouse. Pour neutraliser les gardes, la Delta Force utilise également l'arme secrète évoquée plus tôt. Selon l'un d'entre eux, il s'agirait d'un dispositif de type sonore ou énergétique. Le garde racontera plus tard que lui et ses collègues se sont soudainement effondrés au sol, le nez en sang. Certains auraient même craché du sang. De tels systèmes expérimentaux existent bel et bien. Les armes de type LRAD émettent des ondes sonores d'une intensité extrême, concentrées en faisceaux, capables de neutraliser les personnes qui y sont exposées. Toutefois, il reste très incertain que ce type de dispositif ait réellement été utilisé lors de cette opération, puisqu'il n'existe à ce jour qu'un seul témoignage allant dans ce sens. Ce qui est certain, en revanche, c'est la rapidité avec laquelle l'assaut s'est déroulé. La Delta Force progresse directement à travers le bâtiment, tandis que les gardes de Maduro sont totalement pris par surprise et dépassés. Les échanges de tirs sont quasi inexistants, et en quelques minutes seulement, les soldats d'élite ont déjà Maduro dans leur ligne de mire, à l'intérieur de la résidence sécurisée. Le succès de cette mission est également le fruit d'une planification minutieuse menée sur le long terme par l'armée américaine. En collaboration avec la CIA, un réseau d'espions avait été infiltré au cœur de l'entourage de Maduro plusieurs mois auparavant. Ces agents accompagnaient le président de très près et transmettaient le moindre détail aux services de renseignement américains, depuis ce qu'il mangeait à midi jusqu'aux endroits où il passait son temps, en passant même par les animaux de compagnie qu'il possédait. Grâce à leur connaissance précise de la résidence sécurisée, l'armée américaine a pu construire une réplique exacte du bâtiment sur le sol américain et entraîner la Delta Force dans les moindres détails. C'est pour cette raison que les soldats savaient exactement comment se déplacer à l'intérieur. Ils interceptent Maduro et son épouse alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la pièce de sécurité. Tous deux sont immédiatement maîtrisés et rapidement transportés vers l'hélicoptère qui les attend sur le toit. Les appareils quittent ensuite la zone en direction du large, où Maduro et sa femme sont transférés à bord du gigantesque navire d'assaut amphibie Iwo Jima. Aux alentours de 14 h, Maduro se trouve déjà à New York, où il est actuellement poursuivi par le gouvernement américain pour corruption, trafic de drogue et narcoterrorisme. D'un point de vue militaire et stratégique, l'opération est extrêmement impressionnante. Planifiée dans le plus grand secret pendant plus de 6 mois par plusieurs agences américaines, elle est exécutée avec une précision remarquable. Toutefois, l'intervention a également coûté la vie à environ 100 personnes, dont 2 civils. Mais la question la plus importante demeure,
Cette opération en valait-elle vraiment la peine pour les États-Unis et pour Donald Trump? Strictement parlant, le résultat politique de la mission ne peut pas être considéré comme un succès. L'objectif affiché de Donald Trump était de renverser le régime de Maduro et de libérer le Venezuela du socialisme. Trump a d'ailleurs évoqué ouvertement une autre motivation majeure, permettre aux entreprises américaines d'exploiter à nouveau le pétrole vénézuélien. Or, à l'heure actuelle, les États-Unis n'ont pris le contrôle ni de l'industrie pétrolière du pays, ni du pouvoir politique. Dans l'immédiat après l'opération, la situation semblait pourtant prometteuse. De nombreux Vénézuéliens ont même célébré la capture de Maduro, espérant voir des forces démocratiques accéder au pouvoir et libérer le pays de la dictature socialiste. Mais cet espoir s'est rapidement évanoui. Après l'arrestation de Maduro, sa vice-présidente, Delcy Rodríguez, a pris les rênes du pays. Rodríguez n'est pas une dirigeante démocratique. Bien au contraire, elle suit la même ligne politique que Maduro et soutenait déjà Nicolás Maduro comme Hugo Chavez auparavant. Le Venezuela n'est donc pas devenu une démocratie. Le projet de Trump visant à reconstruire l'industrie pétrolière vénézuélienne avec des entreprises américaines semble lui aussi sérieusement compromis. Lors de réunions avec des dirigeants du secteur, des groupes comme ExxonMobil ont clairement indiqué qu'ils n'avaient aucun intérêt à exploiter du pétrole au Venezuela. Le pays est politiquement bien trop instable et même dans un contexte stable, la modernisation des infrastructures pétrolières pourrait prendre des décennies. Là encore, Donald Trump ne semble donc pas avoir atteint ses objectifs. Mais maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Cette opération militaire au Venezuela était-elle la bonne décision? Le gouvernement américain était-il en droit d'enlever Nicolás Maduro? Et plus largement, que pensez-vous de la politique menée par Donald Trump jusqu'à présent? Dites-le nous dans les commentaires. Nous sommes très curieux de connaître votre opinion et nous vous donnons rendez-vous très bientôt.